Pourquoi certaines personnes s'effondrent-elles face aux difficultés, tandis que d'autres trouvent une force incroyable même dans les pires circonstances? Et si je vous disais qu'il existe 5 secrets psychologiques si puissants qu'ils peuvent transformer votre vie, même dans les situations les plus extrêmes, et que seulement 1% des êtres humains connaissent ces mécanismes? Un homme les a découverts dans l'endroit le plus sombre que l'humanité ait jamais connu, les camps de concentration nazis, où la dignité, l'espoir et même l'humanité semblaient perdus à jamais. Il était un psychiatre brillant, un médecin respecté, mais surtout un survivant de l'impossible dans cet enfer. Ses observations ont transformé à jamais notre compréhension de la psyché humaine. Ce qu'il a découvert, et que Carl Jung lui-même aurait profondément respecté, c'est que l'esprit humain recèle une force que ni la souffrance, ni la faim, ni même la mort ne peuvent briser, à condition que l'homme sache comment l'éveiller. Imaginez, dans ce même camp, soumis aux mêmes conditions cruelles, certains prisonniers s'effondraient en quelques semaines, tandis que d'autres trouvaient une mystérieuse force pour continuer, jour après jour, mois après mois. Quelle était la différence? Ni la force physique, ni l'âge, ni même les conditions particulières hier de détention. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui touche à l'essence de ce qui fait de nous des êtres humains. Pendant 3 longues années, ce psychiatre observa, analysa et étudia les mécanismes de la survie psychologique. Il découvrit que la résilience humaine ne dépendait pas de ce que l'on croit généralement. Les plus forts physiquement ne survivaient pas toujours, les plus intelligents non plus. Même ceux qui avaient déjà enduré de grandes souffrances n'étaient pas forcément plus résistants. Non, il existait autre chose. 5 mécanismes psychologiques précis qui, une fois activés, rendaient l'homme mentalement presque indestructible. Fermez un instant les yeux et imaginez la situation la plus difficile que vous ayez jamais vécue. Ce moment où tout semblait s'effondrer et où vous vous demandiez comment continuer. Maintenant, imaginez que cette épreuve soit 1000 fois plus intense. Tout ce qui vous définit, votre nom, votre statut, vos biens, votre liberté, aurait disparu. Qu'est-ce qui vous pousserait malgré tout à vous lever chaque matin? La plupart des gens pensent qu'il s'agit de l'instinct de survie, de l'espoir d'être sauvé ou simplement de l'habitude. Mais la vérité, découverte dans ces camps, va bien au-delà. Dans les 35 prochaines minutes, je vais vous révéler ces 5 secrets avec une précision chirurgicale, des secrets étayés par des décennies de recherches scientifiques, de témoignages bouleversants et de stratégies concrètes que vous pouvez appliquer immédiatement. Chacun de ces secrets a été testé dans les conditions les plus extrêmes que l'humanité ait connues. Si cela a fonctionné là-bas, imaginez quelle force cela peut libérer dans votre vie quotidienne. Mais je vous avertis, ce savoir bouleversera votre perception des difficultés, des échecs et même du sens de votre existence. Une fois que vous aurez identifié ces mécanismes, vous ne direz plus jamais de la même façon « je n'y arriverai pas », car vous saurez exactement quelles ressources psychologiques vous aviez négligées jusqu'ici. Avant de commencer, faisons un pacte réciproque. Je m'engage à vous transmettre ces secrets sans phare et dans toute leur puissance révolutionnaire. Et vous, engagez-vous à rester jusqu'au bout, car le 5e secret, celui qui a littéralement sauvé des milliers de vies, ne se révèle qu'à la toute fin. Si ces révélations transforment votre vision de la vie, promettez-moi de transmettre ce savoir. Car dans un monde où tant de personnes se sentent impuissantes, ces secrets pourraient réellement sauver des vies. Êtes-vous prêt à découvrir ce que recèle ce 1% des connaissances psychologiques les plus puissantes de l'humanité? Premier secret, un sens plus fort que la douleur. Dans ces camps de l'horreur, notre psychiatre observa quelque chose à la fois extraordinaire et déchirant. 2 prisonniers exposés au même baraquement, aux mêmes privations, aux mêmes humiliations et aux mêmes terreurs quotidiennes. Et pourtant l'un survécut, tandis que l'autre s'effondra totalement. Pendant des mois, il examina ce phénomène avec l'œil scientifique du psychiatre et découvrit une différence fondamentale qui changeait tout. Celui qui avait un pourquoi, l'espoir de retrouver sa femme, de terminer un manuscrit caché dans sa veste,
de témoigner des atrocités ou de transmettre une découverte scientifique, puisait une énergie inépuisable pour continuer. Même lorsque son corps criait de douleur, même lorsque l'horreur dépassait toute raison, cette flamme intérieure restait vivante. Elle était plus forte que la faim, plus forte que le froid, plus forte que l'humiliation. Il résuma cela en une phrase qui résonne encore aujourd'hui: « Celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais ce n'est pas seulement une belle philosophie née de la souffrance, c'est une vérité scientifique, confirmée par des dizaines d'études modernes. L'Université du Michigan a suivi 7000 personnes pendant 9 ans. Le résultat stupéfiant, ceux qui avaient un sens clair de leur vie présentaient un système immunitaire 50% plus performant que les autres. Harvard mena une étude à long terme et découvrit que les personnes dotées d'un but de vie précis vivaient en moyenne 7 ans de plus et développaient 50% moins la maladie d'Alzheimer. Encore plus fascinantes sont les découvertes des neurosciences. Des examens IRM montrent que lorsqu'un but de vie est clair, le cerveau se restructure littéralement, le cortex préfrontal, notre centre de contrôle exécutif, devient plus actif et mieux connecté. Et plus important encore, les personnes dotées d'un fort sens produisent moins de cortisol, l'hormone du stress, et davantage de sérotonine, le hormone du bonheur, même en conditions difficiles. Comme si le cerveau disait « D'accord, je sais pourquoi nous faisons cela. Maintenant, je mobilise toutes les ressources. Laissez-moi vous raconter l'histoire la plus bouleversante que j'ai jamais entendue. Dans ce camp, il y avait un homme qui avait tout perdu. Sa famille, son travail, ses économies. Chaque jour, il se disait « À quoi bon continuer, tout est fini ?» Un jour, quelqu'un lui montra une photo froissée qu'il gardait secrètement, le portrait de ses 2 petites filles. En voyant leur visage innocent, il se dit « Elles doivent savoir ce qui s'est passé ici. Quelqu'un doit leur raconter l'histoire de leur grand-père. » Du jour au lendemain, cet homme se transforma. Il commença à mémoriser chaque détail, chaque nom, chaque visage. Il aida les plus faibles, organisa de petits réseaux de soutien. Sa mission devint sa force. Il survécut, et après la guerre, il retrouva effectivement ses petites filles et leur transmit non seulement son histoire, mais une leçon de vie qu'elles n'oublièrent jamais. Mais tous les pourquoi n'ont pas la même valeur. La recherche distingue 3 formes de sens qui confèrent une puissance particulière. Le sens relationnel, je dois survivre pour revoir ma famille, protéger mes enfants, prendre soin de mes parents. Le sens créatif, j'ai quelque chose d'unique à offrir au monde, une œuvre à achever, une découverte à partager. Et le sens testimonial, je dois témoigner, transmettre, empêcher que cela ne se reproduise jamais. Voici un petit exercice qui a déjà transformé des milliers de vies. Prenez une feuille de papier et répondez à ces questions. Si vous appreniez qu'il ne vous reste qu'une seule année à vivre, quelle serait la chose la plus importante que vous voudriez absolument accomplir? Qu'est-ce qui, sur votre lit de mort, vous ferait regarder votre vie avec fierté? Quelle injustice dans ce monde vous révolte au point que vous voudriez lui consacrer votre existence? Vos réponses révéleront votre véritable pourquoi. Et attention, une fois que vous l'aurez trouvé, votre vie ne sera plus jamais la même. Regardez autour de vous. Pourquoi une mère se lève-t-elle chaque jour à 5 heures du matin pour travailler tout en s'occupant de ses enfants? Pourquoi un chercheur consacre-t-il des décennies au même projet malgré des échecs répétés? Pourquoi des entrepreneurs persistent-ils, même après plusieurs faillites? Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est la force du sens. À présent, je veux que vous alliez profondément en vous. Quel est votre véritable pourquoi? Pas celui dont vous pensez qu'il compte, mais celui qui vous maintient debout, même lorsque tout s'écroule autour de vous. Partagez-le dans les commentaires, inspirez les autres, car parfois le pourquoi d'une autre personne nous aide à découvrir le nôtre. Car ce premier secret n'est qu'un commencement. Le second vous révèle une liberté que personne ne peut vous enlever. Deuxième secret, la dernière liberté humaine. Même dans l'enfer des camps, dépouillé de sa famille, de sa liberté et de sa dignité, notre psychiatre fit une découverte extraordinaire.
il existait une liberté que personne, absolument personne, ne pouvait lui ôter. La liberté de choisir son attitude face aux circonstances. Dans les pires moments, quand tout semblait perdu, il se disait « On peut tout m'enlever, sauf la dernière liberté humaine, ma liberté de choisir ma réaction face à ce qui m'arrive. » Cette prise de conscience est révolutionnaire, car elle transforme totalement notre vision de la victimisation. Nous ne sommes pas des victimes passives de nos circonstances. Même dans les situations extrêmes, nous conservons le pouvoir de choisir notre réponse. Les psychologues appellent cela le locus de contrôle interne, la croyance que nous avons une influence sur nos réactions et nos décisions. Et la science le confirme. L'université de Stanford a suivi 1000 personnes ayant vécu de graves traumatismes, accidents, maladies graves, perte d'emploi, décès d'un proche. Résultat, ceux qui se concentraient sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs réactions, leurs décisions, leur attitude, se rétablissaient 3 fois plus vite que ceux qui se focalisaient sur l'incontrôlable. Encore plus impressionnant, des scanners cérébraux montrent que les personnes dotées d'un locus de contrôle interne développent littéralement un cortex préfrontal plus épais, la zone du cerveau responsable de la prise de décision et de la régulation des émotions. Un exemple. Martin, un homme d'affaires, perdit tout en 2008, entreprise, maison, économie. En quelques mois, son monde s'écroula. Sa femme le quitta et emmena les enfants. Martin avait 2 options, se voir comme une victime ou reprendre le contrôle. Les 6 premiers mois, il choisit le rôle de victime. Il buvait, accusait la crise, le gouvernement, sa femme, le destin. Résultat, une profonde dépression, aucune perspective. Puis il tomba sur une citation. « Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. » Martin comprit qu'il avait abandonné son pouvoir. Il commença à se demander « Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant ?» Réponse : ses actions, son attitude, ses décisions du jour. En 2 ans, il avait reconstruit une vie nouvelle, encore plus épanouissante, avec une nouvelle entreprise, un nouvel amour et surtout une force intérieure qu'il n'aurait jamais cru possible. Notre psychiatre identifia 3 niveaux de liberté qui nous restent toujours. Niveau 1. La liberté de perception. Une même situation, mais vous décidez comment l'interpréter. Catastrophe ou opportunité de grandir, défaite ou leçon, injustice ou défi. Niveau 2. La liberté de réaction émotionnelle. La première émotion ne peut être empêchée, elle est automatique, mais la suivante est entre vos mains. Rester dans l'amertume ou choisir la détermination. Niveau 3. La liberté de l'action. Dans chaque situation, il y a toujours au moins une action possible, même minime. Respirer consciemment est déjà un choix, un acte de résistance contre le désespoir. Voici une technique née de ces observations. Entre chaque stimulus, ce qui vous arrive, et votre réponse, créez intérieurement un espace sacré, ne serait-ce qu'une seconde, pour vous demander « Comment veux-je réagir ?» Cette petite pause change tout. Au lieu de réagir automatiquement, vous redevenez l'artisan conscient de votre expérience. Regardez les sportifs de haut niveau. Ils ne contrôlent ni la météo, ni les erreurs de l'arbitre, ni la forme de leurs adversaires. Mais ils contrôlent leur esprit, leur préparation, leur réaction point par point. C'est exactement ce mental de champion que vous pouvez développer dans votre vie quotidienne. Roger Federer dit toujours après une défaite amère « Je ne peux pas changer ce qui vient de se passer, mais je peux décider de ma réaction et de la manière dont je me préparerai pour la prochaine fois. » Voici un exercice pratique révolutionnaire. Dessinez 3 cercles concentriques. Cercle intérieur. Les choses que vous contrôlez totalement, vos pensées, vos actions, vos décisions. Cercle intermédiaire. Les choses que vous pouvez influencer, vos relations, votre entourage proche. Cercle extérieur. Les choses que vous ne contrôlez pas, les autres, l'économie, le passé. La règle d'or est la suivante.
Investissez 80% de votre énergie dans le cercle intérieur, 20% dans l'intermédiaire et 0 dans l'extérieur. Cette simple redistribution de l'attention transforme des vies entières. Les études les plus récentes révèlent quelque chose de fascinant. Lorsque vous exercez consciemment cette liberté de choix, votre cerveau sécrète de la dopamine, l'hormone de la récompense et de la motivation. C'est comme si votre cerveau vous récompensait d'avoir repris le contrôle de votre vie. Ma question pour vous, dans quelle situation difficile de votre vie avez-vous découvert que vous aviez plus de contrôle que vous ne le pensiez? Et comment cette prise de conscience a-t-elle transformé votre attitude? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait être exactement le déclencheur dont quelqu'un a besoin pour reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Mais si vous pensez que ces 2 premiers secrets sont déjà puissants, attendez d'entendre le 3e. C'est peut-être celui qui vous touchera le plus profondément. 3e secret, la beauté au cœur de la souffrance. Ce fut peut-être la découverte la plus étonnante de notre psychiatre. Dans l'un des camps de l'horreur, par une glaciale soirée de décembre, quelque chose d'inimaginable se produisit. Les prisonniers, épuisés et brisés après une journée de labeur inhumain, s'arrêtèrent soudainement. Ensemble, ils levèrent les yeux vers le ciel. Un coucher de soleil d'une beauté à couper le souffle embrasait l'horizon, vu à travers les barbelés. Pendant quelques minutes, dans ce lieu de mort, ces hommes contemplèrent en silence cette pure beauté. Et notre psychiatre comprit quelque chose de révolutionnaire. Même au cœur de l'horreur absolue, l'âme humaine conserve sa capacité d'émerveillement. À l'époque, cette observation paraissait folle, poétique, presque déplacée. Mais la science moderne lui donne une profondeur étonnante. L'Université de Caroline du Nord a découvert que les personnes capables de percevoir, même dans les moments sombres, de petites parcelles de beauté produisent 40% de cortisol en moins, l'hormone du stress, et se rétablissent 60% plus rapidement sur le plan émotionnel. Plus fascinant encore, la contemplation de la beauté active les mêmes zones cérébrales que les plus puissants antidépresseurs. La beauté n'est pas un luxe, c'est un remède. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sophia. Elle dut affronter la pire épreuve qu'une mère puisse subir, la perte de son enfant dans un accident. Pendant des mois, elle resta prisonnière de sa douleur. Le monde avait perdu toute couleur, tout goût, toute beauté. Elle survivait, mais elle ne vivait plus. Un matin, par sa fenêtre, elle aperçut un rouge-gorge qui construisait son nid dans l'arbre du vieux jardin. Pendant quelques secondes, rien que quelques secondes, elle oublia sa souffrance et admira ce petit être qui préparait une nouvelle vie. Ces secondes devinrent le premier rayon de lumière dans son tunnel obscur. Sophia comprit alors une vérité fondamentale. Sa douleur était légitime et éternelle, mais elle pouvait coexister avec des instants de pure beauté. L'un n'effaçait pas l'autre. Elle commença à collectionner ces petits instants. Le rire d'un enfant dans la rue, une mélodie à la radio, un rayon de soleil sur sa main. Non pas pour nier sa douleur, mais pour nourrir son âme tout en la portant. Aujourd'hui, Sophia aide d'autres parents endeuillés et leur apprend à accueillir la beauté sans culpabilité, à se fortifier par la lumière, même dans l'obscurité. Les psychologues appellent ce phénomène la croissance post-traumatique. Cela ne signifie pas nier ou refouler la souffrance. Cela signifie que l'être humain peut apprendre à expérimenter la douleur et la beauté simultanément. Une étude de l'Université du Wisconsin a révélé que 80% des personnes ayant traversé un grand traumatisme rapportent une sensibilité accrue à la beauté du monde. Comme si la souffrance arrachait les filtres habituels pour révéler la pure beauté qui nous entoure toujours. Dans les camps, notre psychiatre identifia 3 formes de beauté qui nourrissaient particulièrement l'âme. La beauté naturelle, un coucher de soleil, un arbre, un oiseau, même un flocon de neige. La nature poursuit imperturbablement son cours et nous rappelle que la vie est plus vaste que notre souffrance. La beauté humaine, un geste de tendresse, un regard compatissant, un sourire sincère.
Ces instants prouvent sans que l'humanité survit même au sein de l'inhumain. La beauté créative, une mélodie murmurée, un poème récité par cœur, un dessin griffonné dans la poussière. L'art démontre que l'esprit humain peut créer de la beauté, même lorsque tout semble détruit. Pour conclure, voici un rituel révolutionnaire que je pratique moi-même depuis des années. Chaque soir, notez 5 choses que vous avez trouvées belles durant la journée. Pas 5 choses bonnes, mais 5 belles choses. Le jeu de la lumière sur le mur de votre bureau, l'expression concentrée d'un collègue, la mélodie fredonnée par quelqu'un dans l'ascenseur, la texture de votre café du matin, le sourire d'un inconnu dans la rue. Au début, c'est difficile. Notre cerveau n'est pas habitué à percevoir la beauté. Mais après quelques semaines, quelque chose d'incroyable se produit. Votre système nerveux se reprogramme et vous commencez à voir la beauté partout. Des neuroscientifiques japonais ont fait une découverte étonnante. Lorsque nous contemplons volontairement quelque chose de beau, notre cerveau produit des endorphines, les mêmes molécules que lors de l'orgasme ou après un effort physique intense. En d'autres termes, la beauté est une drogue naturelle que notre cerveau fabrique lui-même. Dans l'un des camps, il y avait un violoniste professionnel. Bien sûr, on lui avait confisqué son instrument. Mais chaque soir, dans la pénombre des baraquements, il jouait d'un violon invisible. Ses doigts dansaient dans l'air, ses yeux se fermaient, son visage s'illuminait, et quelque chose de magique se produisait. D'autres prisonniers s'approchaient, fermaient les yeux et écoutaient la musique qu'ils ne jouaient même pas. Cette musique silencieuse les nourrissait plus que la soupe claire qu'on leur servait. Le violoniste survécut à la guerre. Plus tard, il déclara « J'ai joué Bach chaque soir pendant 3 ans. C'est Bach qui m'a maintenu en vie, pas l'espoir de la libération. » Notre psychiatre en tira une conclusion révolutionnaire. Dans le camp, la recherche de la beauté était un acte de résistance. C'était dire au bourreau « Vous pouvez détruire mon corps, mais pas ma capacité à être touché par la beauté. » C'était préserver son humanité face à la déshumanisation. Transposons cela à votre propre vie. Au milieu des épreuves, des difficultés, des moments sombres, vous possédez la même force de résistance. Rechercher consciemment la beauté n'est pas une fuite. C'est une stratégie de survie psychologique. C'est nourrir votre âme tandis qu'elle traverse la tempête. Réfléchissez. Quel moment de pure beauté vous a le plus touché durant une période difficile? Peut-être un film, un rayon de soleil, une chanson ou un regard. Partagez ce moment dans les commentaires, car parfois, la beauté qu'un autre a contemplée nous aide à rouvrir nos propres yeux. Mais vous n'avez encore rien vu. Le prochain secret vous révélera l'arme psychologique la plus puissante contre le désespoir. 4e secret. Le but comme boussole de survie. Dans les camps de l'horreur, notre psychiatre observa un phénomène fascinant. Face aux mêmes cruautés, certains prisonniers conservaient une étrange lueur dans les yeux. Ils avaient quelque chose que les autres avaient perdu, un but mental. Ces survivants possédaient une détermination claire, plus forte que leur souffrance immédiate. Retrouver leur famille, témoigner devant le monde, achever une œuvre scientifique, publier un manuscrit caché. Cette observation peut sembler anecdotique, mais la recherche moderne lui donne une profondeur incroyable. L'université d'Oxford mena la plus longue étude de l'histoire sur ce sujet. 5000 personnes furent suivies pendant 30 ans. Résultat, les individus dotés d'un but clair vivent en moyenne 7 ans de plus, présentent un 50% de risque, en moins de développer des maladies cardiaques, leur système immunitaire est 60% plus performant et ils se rétablissent 3 fois plus vite après un traumatisme. Encore plus fascinant, voici ce qui se passe dans le cerveau. Les IRM montrent que les personnes ayant un but dans la vie développent littéralement un autre cerveau. Le cortex préfrontal, centre de la planification et du contrôle, s'épaissit. L'hippocampe, centre de la mémoire et de l'apprentissage, devient plus actif. L'amygdale, notre centre de la peur et du stress, se calme. En d'autres termes, un but clair reconfigure votre cerveau pour la résilience. L'histoire la plus émouvante à ce sujet est celle d'un médecin dans le camp qui cachait dans sa veste le manuscrit de son œuvre majeure.
une découverte révolutionnaire pour le traitement de la dépression. Un jour, les gardiens trouvèrent le manuscrit et le brûlèrent sous ses yeux. Il s'effondra, croyant avoir perdu sa raison de survivre. Puis il se dit « Ils ont brûlé le papier, mais pas mon savoir. Je réécrirai le manuscrit page par page de mémoire, et il sera encore meilleur. » Chaque nuit, il recomposait mentalement son livre, l'améliorant, l'enrichissant, le perfectionnant. Ce but mental devint sa forteresse psychologique. Il survécut, et après la guerre, il publia réellement cet ouvrage qui révolutionna le traitement de la dépression et sauva des milliers de vies. Son but ne l'avait pas seulement maintenu en vie, il l'avait rendu plus fort. Notre psychiatre identifia 4 types de buts qui donnent une force de survie particulière. But relationnel. Je dois retrouver ma famille, protéger mes enfants, me réconcilier. But créatif. J'ai une œuvre à achever, quelque chose d'unique à offrir au monde. But de justice. Je dois témoigner, empêcher la répétition, réparer une injustice. But de transmission. Je dois enseigner ce que j'ai appris et former la génération suivante. Ce qu'il y a de révolutionnaire. Un but agit comme un télescope mental. Il vous permet de voir au-delà de la souffrance immédiate, vers une détermination qui donne un sens à cette souffrance. Sans but, chaque obstacle paraît insurmontable. Avec un but, chaque obstacle devient un test sur votre chemin. Une histoire moderne rend ce mécanisme très concret. Sarah, fondatrice d'une start-up révolutionnaire dans le domaine de la santé mentale, échoua 5 fois en 2 ans. Sa famille et ses amis lui conseillaient d'abandonner. Elle était épuisée, ruinée, à bout. Mais Sarah avait un but plus grand qu'elle-même. Elle avait perdu son frère, à 16 ans, par suicide. Sa technologie pouvait empêcher d'autres tragédies semblables. Ce but était plus fort que son épuisement, plus fort que ses échecs, plus fort que les critiques. À la 6e tentative, elle réussit. Aujourd'hui, sa start-up vaut 100 millions d'euros et a déjà sauvé des milliers de vies. Quand on lui demande son secret, elle répond « Je n'ai pas combattu pour moi. J'ai combattu pour mon frère et pour tous les autres frères et sœurs que je pouvais encore sauver. »